Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 295 aujourd'hui, et c'est une capsule L'œil de la diète où avec Aude nous allons vous faire jouer. Un quiz nutrition vous attend dans cet épisode avec 5 mythes, 5 croyances, nous allons essayer de démêler le vrai du faux et pour être transparent avec vous, Aude m'a soumis très peu de temps avant l'enregistrement de cet épisode les sujets sur lesquels nous allons essayer de plancher ensemble. Pour rappel, cette capsule L'œil de la diète est réalisée en partenariat avec Apiron, marque française de nutrition sportive 100% naturelle à base de miel. Je vous incite à vous équiper d'un crayon et d'un papier pour noter vos réponses, de nous indiquer également sur les réseaux si vous avez réussi le grand chelem, si vous êtes incollable sur ces questions nutrition, et peut-être qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de ce que vous pensez. C'est tout l'enjeu de ces épisodes du podcast. Venez en discuter sur Facebook, sur Instagram, mais également sur les différentes plateformes d'écoute où vous pouvez laisser un message, un commentaire, une évaluation. C'est toujours un petit coup de pouce qui aide le podcast à être toujours plus visible. Quiz nutrition, 5 croyances. Aujourd'hui, nous démêlons le vrai du faux. C'est un nouvel épisode capsule L'œil de la diète avec Aude Bazin pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aude, c'est un plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode où l'on va essayer de démêler le vrai du faux. Tu vas me mettre et nous mettre, moi et les auditeurs, un petit peu au travail pour réfléchir sur quelques questions avec des mythes, des croyances. On va essayer de ressortir de cet épisode avec peut-être un petit peu plus de connaissances et peut-être que je vais me tromper parce que je n'ai absolument pas travaillé en amont les questions que tu m'as soumises. Donc, on va le faire vraiment dans les règles de l'art et puis après chacune des questions, mais les auditeurs vont vite comprendre, on leur laissera une dizaine de secondes pour qu'ils puissent réfléchir à cette réponse. Aude, est-ce que tu es prête pour cet épisode un petit peu plus ludique qu'habituellement ? Ah, écoute Sébastien, je suis à fond, j'ai hâte de jouer là. Alors peut-être que tu vas me sécher et que je vais faire vraiment un score ridicule. Bon, je me mets vraiment dans les conditions telles que si on était sur un jeu consacré à la nutrition. Démêlons donc le vrai du faux. Oui, et on se met pas la pression. Pas de pression pour cet épisode. Alors, ce régime dissocié dont on parle tant, c'est la première question. Est-ce qu'il faut, avant un marathon, réaliser ce régime dissocié scandinave pour refaire le stock de glycogène ? Chers auditeurs, on vous laisse une dizaine de secondes pour réfléchir. Je dirais que ce n'est pas impératif pour moi et je l'ai jamais adopté sur mes précédentes préparations. Alors, pour le marathon ou pour un semi-marathon, je ne suis pas à vouloir faire ce régime scandinave de façon impérative. Eh bien, c'est une très bonne idée, Sébastien, parce que c'est même quelque chose que j'aurais tendance à déconseiller au quotidien. Finalement, quand on commence à faire attention à son alimentation pour la préparation à un marathon, on essaye d'avoir une alimentation qui soit hypo-inflammatoire, qui a un index glycémique modulable. Bref, on essaye de mettre son corps dans une situation où il va supporter l'effort. Et quand on veut commencer à changer son alimentation à quelques jours du marathon pour quelque chose de vraiment assez différent, ça prend quand même une bonne semaine, presque 10 jours entre le moment où on mange plus de sucre et le moment où on en remet dans son alimentation, et bien tout ça, ça génère un stress extrêmement intense pour l'organisme dont il peut avoir du mal à se remettre et finalement ça peut être contre-productif pour le jour J. Donc moi j'aurais tendance à penser que ce qu'il faut c'est garder une alimentation qui soit la plus cohérente possible jusqu'à la fin en se disant que finalement les derniers jours, c'est là où, en termes d'entraînement, on est un petit peu plus light, donc l'alimentation, qu'elle reste identique, c'est pas choquant. Après, c'est toujours pareil, ça dépend aussi des objectifs de chacun, donc je serai pas non plus impérative sur la manière dont il faut le faire, mais essayez d'éviter de stresser trop votre organisme, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux. Est-ce qu'il y a, Aude, des moments où l'on va pouvoir peut-être intégrer les grands principes de ce régime dissocié avec des bénéfices ?
là, je dirais un peu plus en amont et à distance d'une échéance? Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire en essai. Par exemple, dans le cadre d'une préparation à marathon, on sait qu'on va avoir un semi. Eh bien, avant le semi, pourquoi pas tenter pour voir ce que ça donne en termes de résultats sur le jour J. Mais voilà, effectivement, plus en amont, dans le cadre de la préparation, ça peut être pour le semi, ça peut être avant une sortie longue, comment je me sens, on analyse ces résultats, mais surtout on essaie de les analyser en prenant l'ensemble des paramètres. C'est-à-dire que la forme du jour J ne dépend pas que de l'alimentation. Elle dépend aussi de la qualité du sommeil, du stress qu'on a pu avoir, est-ce qu'on a eu une grosse semaine. Donc voilà, il faut voir si tous les paramètres sont égaux par ailleurs. Les grandes lignes de ce régime dissocié scandinave, c'est qu'on coupe à un moment donné certains aliments. On va se séparer de certaines familles d'aliments dans notre menu. Exactement. Pendant quelques jours, 2-3 jours, on arrête complètement les glucides et on continue l'entraînement. Donc, on met à zéro ces stocks de glycogène et on part du principe que ensuite, en reprenant les glucides d'une manière plus conséquente, on en remet plus que ce qu'on avait avant la rupture, eh bien, on va refaire des stocks de glycogène de manière plus importante. Mais attention, cette manière de faire ne prend pas en compte les variations interindividuelles au niveau du métabolisme et on n'est pas tous égaux face à ça. Donc, il y a des gens chez qui ça va fonctionner et puis il y a des gens chez qui ça va pas fonctionner du tout, voire qui vont prendre un peu de poids et qui vont pas être bien du tout pour le jour J. Deuxième question, Aude, que tu m'as proposée. Est-ce qu'il faut manger 60 à 120 grammes de sucre par heure d'effort? Chers auditeurs, on vous laisse à nouveau une dizaine de secondes pour réfléchir à cette réponse. Alors, je vais vous donner la mienne. Je dirais que oui, je pense qu'il faut du sucre pour performer, pour être dans de bonnes conditions pour atteindre nos objectifs. Mais entre 60 et 120, je pense que ça demande de l'entraînement. On peut pas, je pense, amener autant de sucre à l'effort comme ça sans qu'il y ait une entraînabilité de notre tube digestif. Donc, j'aurais tendance à répondre oui, Aude. Eh bien, Sébastien, effectivement, les 60 à 120 grammes, ça va dépendre. Globalement, on peut aller jusqu'à 120 grammes, mais ça demande une adaptabilité de l'intestin et on appelle ça le gut training. Et c'est souvent réservé aux athlètes de haut niveau. Mais même chez les athlètes de haut niveau, tout le monde n'a pas besoin de 120 grammes. Ensuite, ça va dépendre effectivement du rythme auquel on va. C'est-à-dire que la quantité de glucose consommée est dépendante aussi de la vitesse à laquelle on va, de l'effort que l'on fournit. Donc, là encore, c'est très individuel comme besoin et il y a des gens qui n'ont même pas besoin des 60 grammes. J'ai un certain nombre de patients, voire de patientes, pour qui, si je leur propose 60 grammes de glucides par heure d'effort sur une prépa marathon, pour un marathon, eh bien, elles vont avoir des troubles digestifs, elles vont prendre du poids et elles vont pas aller bien du tout. Elles n'auront pas forcément la performance qu'elles recherchent. Pire encore, on peut abîmer le microbiote parce que trop de sucre, ça va provoquer des troubles digestifs à court terme, mais ça va aussi abîmer le microbiote, favoriser des dysbioses de fermentation au long cours. Donc, ce qu'il faut, dans ces moments-là, c'est vraiment aller voir un professionnel de santé pour comprendre la quantité de sucre dont on a besoin pour un effort de longue distance en fonction de ses capacités, de ce que l'on fait au quotidien comme effort. On a donc différents profils d'athlètes. Et là, est-ce qu'on peut parler également des personnes qui vont utiliser plus la filière lipidique que la filière glucidique? Est-ce que on peut switcher comme ça sur ces deux filières ou est-ce qu'il y a quand même besoin à minima d'un petit peu de sucre pour gérer ces efforts, notamment longue distance? Sur des efforts longue distance, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ça, c'est mon point de vue. Moi, j'ai tendance à penser que sur un effort longue distance, vouloir partir uniquement sur la filière lipidique, c'est un passeport pour la blessure. Il y a des personnes qui sont capables de le faire, mais elles sont peu nombreuses, mais vraiment peu nombreuses. Globalement, il faut quand même partir sur un petit peu de sucre, mais la plupart du temps, j'ai tendance à trouver que beaucoup de gens mangent
beaucoup trop. Et on regardait les rayons de la nutrition sportive dans les magasins spécialisés en sport, vous verrez que la taille de ces magasins a triplé en quelques années. C'est pas un hasard. Ça prouve bien que la nutrition sportive, avant d'être une nécessité, c'est un marché. C'est-à-dire que les marques, elles ont bien compris que tout le monde voulait améliorer ses performances. Mais en fin de compte, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est adapté à vous, à votre besoin réel? C'est ça qu'il faut analyser. Alors si c'est le cas, oui, allez-y. Mais si c'est pas le cas, vous faites plus de mal que de bien. Comment, Aude, on peut évaluer, sans rentrer trop dans les détails, parce que là, on est vraiment sur des questions-réponses très rapides, les besoins en sucre, les besoins énergétiques en tant que sportif? Comment on va pouvoir les déceler en se rapprochant, tu l'as dit, d'un professionnel de santé, mais est-ce qu'il y a des signes qu'on va pouvoir identifier comme étant là un manque de carburant? Alors, il y a les signes comme les maux de tête, les jambes un petit peu faiblardes. Les signes classiques d'une hypoglycémie peuvent être révélateurs. Mais attention, parce que les signes révélateurs d'une hypoglycémie ne signifient pas que à chaque fois vous avez besoin d'autant. Peut-être que votre glycémie au quotidien, elle est déjà déréglée et que c'est ça qu'il faut commencer par faire. C'est-à-dire que, attention, le resucrage, le ravitaillement à l'effort dépend quand même au départ de la façon dont vous gérez votre glycémie au quotidien. Si cette glycémie du quotidien, elle est pas régulière, qu'elle est pas bien gérée parce qu'il y a des hauts et des bas, il y a des hyperglycémies, il y a des hypoglycémies, évidemment, sur un ravitaillement, ça peut pas bien se passer. Il y aura forcément des coups de mou. Mais si au départ on travaille sur la glycémie au quotidien, là on peut, sans forcément avoir de ravitaillement très spécifique, s'en sortir avec une compote, un gel, et ça peut très bien se passer. Mais vraiment, il faut partir d'abord de la gestion de l'alimentation quotidienne avant de s'intéresser au ravitaillement. Alors, troisième question, Aude, les BCAA sont-ils indispensables pour la récupération? On vous laisse 10 secondes pour réfléchir. Ma réponse serait non. On n'a pas besoin des BCAA, du moins ils ne sont pas indispensables pour la récupération. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de ce côté marketing, de ce qui inonde les rayons de nutrition sportive. Je pense qu'on en parle beaucoup, mais c'est peut-être pas forcément la première chose sur laquelle je me tournerai pour récupérer. Voilà ma réponse, Aude. Et bien, Sébastien, tu auras bien raison de ne pas aller vers les BCAA en te disant que c'est absolument indispensable parce que c'est loin d'être le cas. Et c'est même presque, j'ai envie de dire, le contraire. Alors, peut-être pas toujours, mais attention. Les BCAA, quoi? C'est quoi? Ce sont des acides aminés branchés ramifiés. Donc, valine, leucine, isoleucine, qui sont présents dans les protéines. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Là où c'est problématique, c'est que certains de ces acides aminés vont avoir un impact justement sur la sensibilité à l'insuline. Donc, vont abîmer la manière dont vous métabolisez le sucre et dont vous allez récupérer. En fonction, une fois encore, des sensibilités des uns et des autres. Chez certains, ça fait pas du tout de dégâts, mais chez d'autres personnes, ça peut être problématique. Donc, je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais simplement faites attention à cet aspect-là. L'autre point auquel il faut faire attention, c'est que les BCAA vont avoir un effet pro-inflammatoire sur le microbiote intestinal. Et là, pour le coup, ça concerne tout le monde. Donc, une fois de temps en temps, si vous avez un doute parce que votre consommation de protéines en ce moment, elle laisse à désirer, pas envie, pas le choix, pas la possibilité, eh ben, vous prenez des BCAA, pourquoi pas. Mais ça doit être sur une durée limitée et pour des raisons précises. Mais au quotidien, sur quelqu'un qui a une alimentation variée et équilibrée, avec un apport en protéines suffisant, c'est absolument pas indispensable. En termes de BCAA, ce sont des poudres, ce sont des gélules. Comment ils se composent ? Alors, ça peut être soit des poudres ou des gélules. Les formes galéniques varient en fonction des laboratoires. Parfois, ce sont des comprimés qui sont juste énormes à avaler. Donc, c'est pas forcément très simple non plus à prendre. Parfois, on va en trouver qui sont intégrés dans des poudres de protéines type whey pour la récupération ou dans des boissons de récupération. Donc, on peut en trouver sous différentes formes.
Quel serait finalement l'outil numéro 1 pour une bonne récupération, Aude, en dehors de ces BCAA et des solutions parfois un peu miracles? Eh bien, tout simplement un fruit, une bonne banane bien mûre avec un yaourt. On a un apport en protéines qui est satisfaisant et qui est inférieur à l'apport en glucides que l'on va prendre justement avec ce fruit. Et ça, à la fois ce ratio glucides-protéines et cette qualité à la fois de glucides et de protéines vont améliorer la récupération. Et c'est tout simple. De faire simple, ce sera la meilleure des choses, comme tu as dit. Yaourt, banane, je pense que c'est quelque chose que j'ai adopté depuis qu'on a enregistré cet épisode sur la banane. Aujourd'hui, même quand je suis en extérieur, on en avait parlé sur des séances que je peux faire le midi au lycée. J'ai toujours mon petit yaourt et une banane qui trône dans mon placard, ce qui fait que je peux aisément mettre cette récupération en place sur le plan alimentaire. Super. 4e question. Lorsque vous allez choisir vos gels, il faut prendre des gels qui contiennent des antioxydants. Là encore, 10 secondes pour finalement choisir votre réponse. Alors Aude, je vais te dire non, mais j'ai aucun argument derrière. C'est juste parce que je sais pas trop. Donc je te laisse apporter des réponses, mais pour moi ce serait non. Pas d'antioxydants dans tous les gels. Ok. Alors, c'est un bon réflexe. Là encore, on part de l'aspect marketing, c'est-à-dire que le gel avec antioxydants que je vois très régulièrement, eh bien, c'est un argument marketing. Forcément, tu imagines que tu vas aller mieux si tu as pris un gel avec des antioxydants. C'est quoi un antioxydant? C'est un principe actif qui va te permettre d'avoir une meilleure récupération, d'éviter les dommages qui sont liés à l'oxydation, elles-mêmes liés à l'effort physique. Ok. Mais en fin de compte, là encore, au quotidien, qu'est-ce qui va avoir un effet antioxydant? Eh bien, tout simplement, une alimentation qui soit plutôt végétale et variée. Et vraie, c'est-à-dire peu transformée. Donc, si au quotidien, vous consommez suffisamment de fruits, de légumes, sous des formes à la fois cuites et crues, mais les moins transformées possibles, dans le sens où c'est vous qui avez cuisiné, eh bien, il y a suffisamment d'antioxydants dans votre alimentation pour que vous n'ayez pas besoin d'en rajouter dans le gel. Le gel, il faut pas oublier que son objectif de base, c'est de vous apporter de l'énergie. Donc, des glucides. Le reste, je dirais pas que c'est de la poudre de perlimpinpin, il y a des choses qui peuvent être utiles, mais attention, ce qu'on cherche dans un gel, c'est l'énergie. On se trompe pas de débat, les antioxydants, on les achète pas dans une petite fiole qu'on va peut-être même pas consommer de toute façon. On les consomme dans l'alimentation. Donc là aussi, pour les gels, finalement, on va vers une liste d'ingrédients qui sera la plus réduite possible. Pas besoin qu'il y ait finalement toutes ces choses que, tu l'as dit, ces choses-là peuvent être un petit peu superflues et pas forcément utiles, si ce n'est sur le plan du marketing pour nous faire consommer et peut-être croire que ces gels vont avoir des vertus bien supérieures à ce qu'il y a à l'intérieur. Complètement. C'est vrai aussi pour la caféine, par exemple, qu'on peut trouver dans certains gels. Après, sur la composition du gel, il y a certaines marques que je trouve très intéressantes parce que elles sont très novatrices dans le fait que, bien que ce soit un concentré de sucre, ça n'a pas de goût sucré. Je pense à une marque en particulier avec un emballage très simple, blanc ou noir, et qui permet justement de ne pas être écœuré, de ne pas avoir envie de vomir, ce qui est vraiment problématique chez certaines personnes qui ont besoin de ce gel. Donc ça, c'est intéressant et on a quelque chose qui est assez technique. Mais parfois, en guise de gel, on peut tout à fait avoir un bonbon ou avoir une compote et ça fera le même effet. Ce qu'on cherche, c'est en priorité du carburant, donc du sucre. Alors, 5e et dernière question. L'eau de Saint-Yor est parfaite avant, pendant et après l'effort pour le coureur à pied. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir.
Alors Aude, moi j'ai entendu et écouté un très bon épisode sur l'eau, enregistré avec une brillante diététicienne, donc je vais peut-être pouvoir avoir une réponse un peu plus étayée que sur les antioxydants. Je dirais après, oui, mais dans une certaine quantité, avant, pas forcément, et pendant, pas du tout de Ceinture. Est-ce que je valide le grand chelem là ? Ah, écoute, pas tout à fait, on va faire une petite révision, Mince. je pense. Mais je comprends tout à fait la démarche. Et en fait, tu pourrais parfaitement, alors tu as raison, hein, après c'est une très très bonne idée. Avant, ça peut être une bonne boisson, notamment d'attente. Par exemple, avant un marathon, parce que tu es un peu stressé et que tu sens qu'il faut que tu sois hydraté. Et tu peux mettre un peu de jus dedans ou un peu de sirop. Tu peux aussi surtout la dégazer parce que tu as peur que ça provoque des troubles digestifs, mais c'est plutôt bien parce que c'est reminéralisant. Et pendant, eh bien, je comprends que ce puisse être surprenant, mais en fait, tu pourrais tout à fait prendre de la Ceinture pendant l'effort, évidemment à condition de la dégazer, parce que sinon, bonjour les troubles digestifs, et ça peut être en alternance avec une autre eau qui te convient plus en termes de goût, mais pendant, ça peut être intéressant aussi pour retarder la sensation de fatigue ou les douleurs musculaires. Ce qu'on va chercher à l'intérieur, c'est le côté bicarbonate. En revanche, ça ne veut pas dire que l'eau elle est parfaite et qu'il faut boire que ça. Ça ne veut pas dire que c'est miraculeux et qu'avec ça, il y aura aucune douleur et que tout se passera bien. Mais ça veut dire que c'est quand même une boisson qui est très très intéressante par rapport à l'effort que représente la course à pied. Maintenant, il faut simplement pas oublier que c'est une eau, malgré tous ses bienfaits, qui est riche en fluor, donc on va pas en abuser. Et en dehors des gros efforts, on va la compléter avec d'autres eaux qui vont avoir des propriétés similaires, mais qui vont avoir une composition légèrement différente. Alors pour le avant, moi j'étais plus sur à distance d'un effort. C'était pas forcément, j'avais pas pensé à ce côté boisson d'attente et juste avant l'effort pour peut-être reminéraliser et dans le sas de départ. Donc on va dire 4 bonnes réponses sur 5. Est-ce que c'est globalement satisfaisant, Aude, si tu devais me mettre une note et inverser les rôles? Là, c'est toi qui évalue et c'est pas moi qui suis le professeur. Écoute, Sébastien, bravo. Je trouve que tu as une très belle culture générale diététique et félicitations. Et continue comme ça parce que de toute façon, plus on est curieux, plus on se rend compte qu'on a des choses à apprendre. Et si ça peut te rassurer, moi, j'en apprends encore tous les jours. Moi, j'incite les auditeurs à nous donner leur score quand on sortira donc cet épisode, de façon à ce qu'on puisse également juger leur performance. Et puis, j'ai noté plein d'autres questions pour de nouvelles capsules, un petit peu vrai-faux comme ça. On met les auditeurs à contribution et je trouve que c'est très très ludique. Donc, merci Aude de m'avoir proposé ces épisodes. Et je le rappelle, je n'avais pas travaillé, je n'ai pas préparé en avance ces questions. Aude m'a vraiment pris à froid pour vous proposer mes petites réponses. Merci Aude. Merci Sébastien, je me suis beaucoup amusée sur cet épisode aussi, donc merci à toi et à très bientôt. Et chers auditeurs, on vous dit à très vite avec Aude pour de nouvelles capsules L'œil de la diète pour enrichir et continuer à progresser ensemble. Belle semaine à vous. Cette capsule L'œil de la diète est désormais terminée. Nous vous remercions avec Aude pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, L'œil de la diète. Bonne semaine à vous!